J'ai une histoire un peu étrange, mais je voulais quand même la partager avec vous. Cette histoire a eu lieu alors que j'étais en 2e année de lycée, qui était la 10e année. J'étais enfant unique, et bien sûr, à ce moment-là, j'espérais que je le serais toujours. Il y avait des moments où je voulais un frère ou une sœur, surtout quand j'étais plus jeune. J'aspirais au lien fraternel que beaucoup de mes amis avaient, et même mes parents, mais je me suis habitué à être seul en vieillissant. Je suppose qu'une bonne chose à propos d'être enfant unique est que mes parents étaient généralement disposés à me laisser assister ou m'inscrire à n'importe quel type de club ou d'événement que je voulais. Comme ils l'ont dit, ils voulaient vraiment que j'aie une vie heureuse et épanouissante. Donc, même s'ils m'ont poussé à participer à des choses qui m'aideraient en tant qu'adulte, j'aimais aussi faire des choses qui ne les intéressaient pas tellement. C'était ma façon de me rebeller. C'est pourquoi je me suis inscrit à l'équipe de bowling de mon lycée. Est-ce que je deviendrai un quilleur professionnel et en ferai ma carrière? Ai-je obtenu une bourse d'études dans une grande université à cause de cela? Probablement aucune de ces choses, mais de voir la réaction de mes parents et qu'ils étaient prêts à payer les frais d'inscription, c'était assez satisfaisant pour moi. Maintenant, ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas pris au sérieux. J'ai adoré, et je suis assez bon dans ce domaine aussi. J'ai rencontré plusieurs amis lors de nos événements et c'était très amusant. C'est là que mon histoire commence. J'avais une compétition de bowling contre une autre école, alors j'étais là ce soir-là. Mes parents ont assisté au tournoi précédent, mais pas très souvent. Les excuses allaient de « je dois travailler tard » à me demander si j'en avais besoin là-bas. Et parce qu'ils devaient demander, je n'en ai jamais voulu là-bas. J'étais donc généralement dans le bus avec le reste de ma ligue. Quoi qu'il en soit, nous avons eu notre tournoi, que nous avons à peine perdu. Mais ce que j'aimais dans ma ligue et notre entraîneur, c'est qu'il ne s'agissait pas de gagner. Alors, après, nous avons félicité l'autre école et nous avons tous dégusté une pizza ensemble. Une des filles de l'autre école a entamé une conversation avec moi et, après avoir parlé un peu, nous sommes arrivés au sujet des jeux. Alors, elle m'a invité à l'arcade pour jouer à des jeux Mortal Kombat. C'était très amusant et elle avait l'air vraiment cool. Alors je lui ai donné mon nom et mon numéro de téléphone pour que nous puissions peut-être sortir à l'avenir. Elle s'est présentée comme Megan. Quand je suis rentré à la maison, j'avais déjà une demande d'amis de sa part sur Facebook. J'ai trouvé ça drôle qu'elle m'ait trouvé si vite, mais elle avait un nom assez unique, alors je l'ai ajouté. Nous avons continué à parler cette nuit-là, et, à partir de là, il semblait que nous commencions une bonne amitié. Il avait l'air un peu innocent, jusqu'à ce qu'il commence à grimper rapidement. Au début, c'était juste une série de SMS pendant que j'étais à l'école. Je lui répondais entre les cours ou pendant le temps libre, mais si j'arrêtais de répondre, elle continuait à envoyer des messages et ensuite elle se fâchait parce que je ne lui répondais pas. Il disait des choses enfantines comme « Profitez de vos amis parfaits dans votre école parfaite ». C'était vraiment bizarre et à l'improviste. Les premières fois que c'est arrivé, je lui demandais si elle allait bien et elle disait simplement qu'elle avait du mal. Mais au fur et à mesure que je continuais à le faire, je suis devenu plus brusque avec elle, lui rappelant que j'étais en classe, quelque chose qu'elle devrait faire aussi. Je suppose que lorsque je n'obtenais pas la réaction que je voulais des SMS, cela a commencé à apparaître à mon école en sortant. Encore une fois, elle était dans une ligue de bowling scolaire. Elle devait donc avoir un âge ou une classe proche de la mienne. Elle devait donc quitter son école tôt pour pouvoir me rencontrer quand la mienne serait terminée. Nos conversations commençaient à l'amiable, lui demandant généralement comment était sa journée et comment elle s'était déroulée si rapidement, et elle évitait généralement de répondre. Mais elle finissait par tourner la conversation vers moi et me demandait comment s'était passée ma journée, et quand elle commençait à parler avec désinvolture, on pouvait dire qu'elle se mettait en colère. Je lui demandais ce qui n'allait pas et elle commençait à être sarcastique et à nouveau à se moquer de mon école parfaite et de ma vie parfaite. J'en avais assez de son attitude à ce moment-là, d'autant plus que je la connaissais à peine. Je lui ai dit que s'il était juste là pour parler et se moquer de moi, alors il pourrait aller faire voler un cerf-volant, en termes plus gentils. Je n'avais pas besoin d'un tyran d'une autre école. Elle a arrêté de m'envoyer des messages après cela et m'a supprimé de Facebook. Alors j'ai pensé que ce serait la fin. Quel idiot j'étais de penser ça. Je n'arrêtais pas de la voir près de mon école ou de me suivre hors du parking. Parfois, je rentrais chez moi à pied car j'habitais assez près de l'école. Je lui disais quelque chose, comme lui demander ce qu'elle voulait, mais elle ne me répondait jamais. Alors comme elle ne me parlait pas, elle prétendait que je n'étais pas là quand elle rentrait chez elle. Quand j'étais dans des restaurants ou des parcs à proximité où j'allais avec des amis, je ne la regardais tout simplement pas. Je ne savais pas pourquoi elle serait si gentille au tournoi,
mais ensuite elle deviendrait si méchante et antagoniste. Mais c'est là que les choses ont commencé à changer pour moi. Finalement, j'ai atteint mon point de rupture. J'en avais parlé à mes parents à l'occasion, mais ils n'y accordaient jamais beaucoup d'importance. Ils l'ont attribué à une autre fille qui voulait juste ennuyer quelqu'un de nouveau et m'ont essentiellement donné la permission de me défendre s'il essayait de me blesser. Mais c'était tout ce qu'ils en disaient. J'ai eu une réunion de la Ligue dans un bowling voisin et j'ai pris un bus pour rentrer chez moi à partir de là. J'ai senti que quelqu'un me regardait, alors j'ai levé les yeux de mon livre et qui ai-je vu ? À Megan. Elle avait l'air furieuse et, pour changer, elle ne savait pas pourquoi. Je ne lui avais pas parlé depuis un moment, alors je ne comprenais pas pourquoi elle était en colère contre moi. Je n'ai pas été surpris quand elle est descendue au même arrêt que moi, mais j'ai continué à marcher pour l'ignorer. J'étais déjà de mauvaise humeur la veille, alors je me suis finalement retourné et je lui ai demandé ce qu'elle voulait de moi et ce que j'aurais pu faire pour qu'elle soit si en colère contre moi. Après que nous soyons restés silencieux tous les deux pendant un moment, elle a finalement crié entre les sanglots, seulement pour me confondre encore plus. « Tu as ruiné ma vie. Je n'ai rien de spécial quand tu as tout. Je te déteste, toi et ta mère. » J'étais choqué et confus. Ne sachant pas quoi dire ni comment réagir, je suis resté silencieux alors que je la regardais se retourner et courir dans la direction d'où elle venait jusqu'à ce qu'elle soit hors de ma vue. J'ai continué à marcher jusqu'à la maison, mais je me suis retrouvé à pleurer. Je ne comprenais pas pourquoi, et je ne comprenais certainement pas pourquoi je me sentais coupable. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire à quelqu'un qu'il avait rencontré il y a moins d'un mois pour ruiner sa vie ? Quand je suis rentré à la maison, il était assez évident que j'avais pleuré, et ma mère a immédiatement commencé à me demander ce qui n'allait pas. Mon père était dans la chambre aussi, mais il était un peu occupé. Je ne me souviens plus de ce que je faisais. J'ai commencé à leur rappeler la fille dont je leur avais parlé plus tôt et leur ai expliqué comment elle me suivait. Ma mère me regardait déjà avec curiosité à propos de la situation. C'était peut-être juste mon côté rebelle, mais ils ne semblaient pas intéressés à ce que je leur parle de mes problèmes, alors je n'ai plus jamais pris la peine de parler d'elle. Mais ensuite, j'ai mentionné ce qui s'était passé cette nuit-là. Je leur ai raconté ce qu'ils m'avaient crié dessus et comment je ne savais pas quoi faire, mais comment je me sentais toujours vraiment mal à ce sujet. Ma mère semblait confuse au début, ne comprenant pas précisément ce qu'elle aurait pu faire, mais ensuite nous avons tous les deux remarqué que mon père avait arrêté de faire ce qu'il faisait et me regardait simplement. Je ne peux vraiment pas dire qu'il me regardait, peut-être au-delà de moi, comme s'il était perdu dans ses pensées. Ma mère l'a appelé par son nom, auquel il est finalement venu. Il s'est excusé parce que j'ai dû en faire l'expérience et a dit qu'il examinerait la question pour s'assurer que cela ne se reproduirait plus. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire par là, mais nous avons continué notre nuit. Plus tard, j'étais dans ma chambre à faire n'importe quoi, et quand j'ai voulu prendre une bouteille d'eau, alors que je quittais ma chambre, j'entendais mes parents parler et j'entendais mon nom, alors je suis immédiatement devenu curieux. Cette conversation qu'ils avaient changé ma vie pour toujours. Sur la base de ce que j'ai entendu, j'ai pu assembler les morceaux et j'ai dû les confronter à ce sujet. Ils ne pouvaient pas nier ce que j'ai entendu, mais ils ont essayé de jouer avec les mots. J'étais assez vieux pour connaître la vérité. Il s'avère qu'avant ma naissance, mon père avait une liaison, mais cette liaison était avec ma mère. C'était l'autre femme. Son ex est tombé enceinte, mais il n'était pas encore prêt à s'installer. Alors il était avec ma mère et a fini par quitter son ex et a signé ses droits sur sa fille, disant qu'il ne voulait rien avoir à faire avec elle. Mais le karma est revenu apparemment, parce que ma mère s'est retrouvée enceinte de moi 1 an plus tard et il a décidé de rester. Je pense que ma mère y est pour beaucoup. Donc, c'était évidemment un coup assez dur pour moi. J'avais toujours voulu un frère, et bien que mes parents se soient bien occupés de moi, ils étaient aussi honnêtes et m'ont dit que je serais enfant unique parce qu'ils n'en voulèrent plus. En fait, ils n'ont jamais voulu en avoir un. Mais découvrir qu'au moins j'avais une demi-sœur là-bas m'a rempli de tant d'émotions. Elle était évidemment en colère contre moi ou ma famille, mais je pouvais comprendre pourquoi et je voulais juste la serrer dans mes bras et m'excuser. Mes parents, bien sûr, pensaient que c'était une mauvaise idée de s'impliquer. Pendant longtemps, je m'en fichais. Je la voulais dans ma vie, même s'ils ne la voulaient pas dans la leur. Au fil du temps, la relation avec mes parents s'est un peu détériorée, mais au bout d'un moment, ma mère a compris mes raisons et m'a donné sa bénédiction. C'était difficile au début. Megan était méfiante et pensait que je venais juste me vanter davantage de ma vie parfaite, mais elle a finalement commencé à me faire confiance. En fait, nous avions beaucoup de choses en commun. Nous avons partagé des photos d'enfance, traîné après l'école, et je l'ai même aidé avec l'un de ses cours.
Nous devons avoir un lien fraternel assez normal et je suis tellement reconnaissante de l'avoir maintenant. C'est donc mon histoire sur la façon dont mon harceleur s'est avéré être une sœur que je ne savais pas que j'avais. Je ne savais pas quoi penser d'elle au début, ni quelles étaient ses intentions d'être en colère et de me suivre, mais je suis heureux d'avoir écouté la conversation de mes parents et je suis tellement reconnaissant de l'avoir dans ma vie maintenant. J'ai une histoire ou peut-être une série d'histoires plus petites qui se sont produites quand j'étais enfant. Récemment, cela est revenu parmi certains membres de la famille, et, même si j'essaie de ne pas me laisser affecter, certains jours ce n'est pas si facile. Il est possible que cela soit présenté anonymement, mais je pense qu'en général, je me sentirais mieux au moins d'en parler. Je voulais aussi avertir que cela m'était arrivé quand j'étais assez jeune, jusqu'à l'âge de 5 ou 6 ans je pense, donc une partie de cela vient de ma propre mémoire, mais il y a des pièces manquantes qui ont été ajoutées par la famille pour aider à compléter le tableau pour moi. Ma mère était définitivement une enfant à problème, mais je ne pense pas que quiconque puisse vraiment répondre au pourquoi. Il a eu une bonne enfance selon tout ce que j'ai entendu de mes grands-parents, tantes et oncles, mais, néanmoins, j'étais le résultat d'une de ses erreurs. Elle semblait toujours optimiste quant à mon arrivée, bien sûr, pour toutes les mauvaises raisons. Au début, elle allait me donner en adoption, ce que mes grands-parents lui ont même suggéré, espérant pouvoir la ramener à la maison et l'aider à reprendre sa vie en main. Mais elle voulait rester, et mes grands-parents l'ont soutenue et ont accepté de l'aider de toutes les manières possibles. Je n'étais pas leur premier petit enfant, mais ils nous aimaient toujours tous. Comme ma mère l'a dit à ma tante et à d'autres en passant, ses plans étaient de m'utiliser essentiellement comme vengeance et d'obtenir une pension alimentaire pour enfants de mon père, ainsi que tout autre soutien financier qu'elle pourrait obtenir. Il se vantait de combien d'argent il gagnait juste pour avoir un enfant avec certains de ses frères et sœurs, même s'il n'a jamais reçu de pension alimentaire pour enfants parce qu'il ne pouvait même pas prouver qui était mon père et il ne l'a jamais fait. De plus, elle n'a pas arrêté de boire ou de consommer de la drogue pendant sa grossesse, et mes malformations congénitales et mon syndrome d'alcoolisme fœtal le prouvent. Bien sûr, l'État n'a rien fait car elle a affirmé que cela devait être au début de la grossesse, puisqu'elle a juré avoir arrêté de boire après l'avoir découvert. Après ma naissance, certains de mes premiers souvenirs d'elle n'étaient pas du tout spectaculaires. J'avais une petite chambre avec des jouets, dont la plupart venaient de mes grands-parents ou de mes tantes, et j'y restais généralement de force, ou parce que ma mère l'exigeait simplement. Je me souviens de certaines nuits où j'avais faim, parce que je n'avais pas mangé, ou que je ne me sentais tout simplement pas bien, et je demandais de l'aide à ma mère. Et elle se mettait vraiment en colère contre moi, en me criant de retourner dans ma chambre, et c'est ce que je ferais. Mais il était encore un enfant. J'avais des crises de colère si j'avais assez faim, et ensuite elle débarquait dans ma chambre avec quelque chose à manger, ou, si c'était parce que je ne me sentais pas bien, elle m'apportait une sorte de liquide à prendre, ou une pilule. J'étais trop jeune pour comprendre que je devais l'avaler, alors je le mâchais toujours, et je pleurais parce que c'était horrible. Mais peu de temps après m'avoir apporté quelque chose, je me sentais incroyablement fatigué, et je m'allongeais généralement partout où j'étais dans ma chambre, que ce soit sur mon lit, par terre ou avec mes jouets. Et puis, quand je me réveillais, je tombais toujours violemment malade. Je me souviens avoir longtemps pensé en grandissant qu'il devait y avoir quelque chose de grave chez moi, car je m'endormirais immédiatement après avoir mangé et me réveillerais plus malade qu'avant. Il y avait même des moments où elle me disait que je devais faire quelque chose de très important et m'ordonnait de rester dans ma chambre quoi qu'il arrive. Je me souviens d'une chose qu'il disait. « S'il y a un incendie, tu ferais mieux de trouver comment ouvrir cette fenêtre. » C'était sa façon de dire que je n'avais pas le droit d'ouvrir la porte. Je n'y avais jamais pensé, mais maintenant, en pensant à mon âge et à ma taille, je n'aurais jamais pu ouvrir une de ces fenêtres. Quand je n'étais pas enfermé dans ma chambre, on me déposait chez mes grands-parents en marchant sur le trottoir pendant que ma mère sortait de l'allée. Sa place, cependant, était très différente de chez moi. Il prenait 3 repas par jour, parfois même des collations, et quand je leur demandais quelques secondes, ils plaisantaient sur le fait que j'étais trop maigre et remplissaient mon assiette de grosses portions. Ils avaient une chambre d'amis avec un coffre rempli de jouets différents et une commode remplie de vêtements pour enfants. J'ai toujours vu cela comme une sorte de shopping, car il y avait toujours des choses que je n'avais jamais vues auparavant. Alors j'utilisais quelque chose de nouveau et je trouvais quelque chose de nouveau avec lequel jouer. Ils m'ont invité à regarder la télévision avec eux dans le salon et ont même joué avec moi. J'étais toujours si divisé
parce que je ne voulais jamais quitter mes grands-parents, mais quand ma mère venait me chercher et si j'étais contrarié de partir, elle m'envoyait immédiatement dans ma chambre en me disant de ne plus sortir. Ensuite, j'arrivais avec une pilule à prendre, même si je ne disais pas que je ne me sentais pas bien. Mais elle était toujours ma mère, alors je lui faisais confiance, alors je l'emmenais et je m'endormais bientôt. C'était ma vie de petit enfant, et quelque chose que je trouvais tout simplement normal, puisque je ne connaissais rien d'autre. Mais tout a changé un jour, après que ma mère nous ait emmenés rencontrer un gars et, après une brève conversation, nous sommes rentrés à la maison. Ma mère m'a de nouveau ordonné de ne pas quitter ma chambre jusqu'à ce qu'elle me dise que je pouvais, et j'ai obéi. Cependant, en jouant avec mes jouets, j'ai ressenti le besoin d'aller aux toilettes. J'ai appelé ma mère, et quand elle n'a pas répondu, j'ai ouvert la porte, et je l'ai rappelée en lui disant que je devais aller aux toilettes. Encore une fois, il n'y a pas eu de réponse, alors je me suis dit que j'utiliserais la salle de bain rapidement, et que je retournerais ensuite dans ma chambre. Alors que je quittais ma chambre, j'ai regardé dans le couloir vers le salon, et je l'ai vue affalée sur le canapé comme si elle dormait. Alors j'ai suivi mon plan, puis je suis retourné dans ma chambre, et peu de temps après, je me suis endormi tout seul cette nuit-là. Le lendemain matin, je me suis réveillé, et j'ai répété mon plan de la veille. La deuxième fois, elle était toujours sur le canapé, mais elle était plus allongée au lieu de s'asseoir comme avant. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai joué pendant un moment jusqu'à ce que je ne puisse plus ignorer le son provenant de mon estomac. Encore une fois, ma mère ne répondait pas quand je l'appelais, alors j'ai décidé d'essayer de trouver quelque chose à manger par moi-même. Je suis allé à la cuisine et j'ai trouvé une boîte de biscuits Graham qui était déjà ouverte. J'en ai attrapé quelques-uns et je suis retourné dans ma chambre. Je pense que je suis resté là jusqu'à ce que j'ai besoin d'aller aux toilettes. Je pense que j'ai même dormi quelques fois sans rien d'autre à faire. Puis je me souviens avoir de nouveau faim, alors je suis allé chercher d'autres biscuits et je suis retourné dans ma chambre, prétendant que je campais car je me levais tard. Je me souviens juste qu'il a rapidement fait nuit après cela, puis je me suis rendormi. Je me suis réveillé le lendemain en répétant le même processus, mais je me souviens avoir pensé qu'il était étrange que ma mère ne se soit pas levée et ne soit pas allée dans ma chambre toute la journée précédente et que la curiosité ait eu raison de moi cette fois. Je suis entré directement dans le salon et je me souviens encore de la puanteur et qu'elle était tombée malade aussi, partout sur le canapé et sur elle-même. Je pouvais voir qu'il respirait encore, pas que je pouvais faire grand-chose pour que ce soit un petit enfant, mais je voulais faire quelque chose de différent. Alors, au risque qu'il se réveille et me crie dessus, j'ai attrapé la boîte de biscuits et je me suis assis par terre en allumant la télé. J'espérais qu'elle se réveillerait avant que je manque de biscuits. J'y suis resté la majeure partie de la journée à regarder la télévision, allant de temps en temps dans ma chambre jusqu'à ce que j'entende quelqu'un essayer d'ouvrir la porte d'entrée. Je savais qu'on m'avait dit de ne jamais l'ouvrir ni d'y répondre, alors au lieu de cela, je me suis blotti sur le canapé avec ma mère en attendant qu'ils partent. Mais non seulement ils ne sont pas partis, mais ils ont pu ouvrir la porte. À mon agréable surprise, c'était ma tante Lisa. Je me souviens de son visage quand il est entré et il a immédiatement vu ma mère et moi. Honnêtement, ça m'a fait peur. Je me suis levé d'un bond et tout ce que je pouvais penser à dire était « je suis désolé ». Elle m'a appelé et m'a serré dans ses bras et m'a regardé partout en me demandant si j'allais bien et j'ai dit oui. Mais j'ai aussi mentionné que j'avais vraiment faim. Elle m'a demandé de venir dans ma chambre pour prendre des vêtements et des jouets car j'allais rester avec Graham et Gramps pendant un moment, ce qui m'a fait plaisir, alors j'ai fait ce qu'elle m'a demandé. La prochaine chose que je savais, ma tante est venue dans ma chambre et elle avait l'air vraiment triste et a commencé à mettre mes vêtements et mes jouets qu'elle avait choisis dans un sac en plastique. Puis il m'a porté dans ses bras à l'extérieur de la maison. Je me souviens avoir regardé ma mère pour la dernière fois et je l'ai vue maintenant assise sur le canapé. Mais sa tête était toujours inclinée et ses cheveux étaient emmêlés de choses dessus. C'était la dernière fois que je l'ai vue. Ma tante m'a emmené chez McDonald's avant de m'emmener chez mes grands-parents et je me souviens juste d'avoir été vraiment heureuse d'être là. Ma grand-mère m'attendait sur le porche et après m'être installé dans le salon avec ma nourriture et mes dessins animés, tout le monde est allé parler dans l'autre pièce. Après quelques jours avec mes grands-parents, j'ai fini par rentrer chez ma tante et mon oncle et j'ai vécu avec eux jusqu'à l'âge de 19 ans. Elle est devenue ce que je connaissais comme ma mère. Je l'appelais par son prénom, Lisa, mais pendant un certain temps, quand j'avais des amis dans le coin, je l'appelais simplement sa mère pour que ce soit moins déroutant et que je n'ai pas à leur expliquer. Quand ma tante et mon oncle ont eu leur propre enfant,
Il est même devenu un petit frère pour moi que j'adorais et nous sommes devenus une famille aimante et heureuse. Ce n'est que lorsque j'étais beaucoup plus âgé que j'en savais plus sur ce qui m'était arrivé il y a toutes ces années. Vous voyez, quand j'étais enfant et que je voyais ma mère comme elle était, je pensais qu'elle était juste malade. Mais la vérité, comme vous l'avez probablement déjà deviné, était qu'elle était dépendante et que lorsque je faisais un sevrage ou entre mes visites, avoir besoin du minimum pour survivre la dérangeait et la gênait. Alors elle me donnait des pilules et Dieu sait quoi d'autre pour me garder tranquille ou surtout inconsciente. Quand j'allais chez le médecin quand j'étais enfant, je me souviens qu'il faisait beaucoup de tests et prenait même certains de mes cheveux. Ma tante m'a confié des années plus tard que c'était l'une des raisons pour lesquelles elle avait obtenu la garde de moi. Elle a vérifié que ma mère était toujours en vie, puis a appelé la police quand nous sommes partis. J'ai apprécié son honnêteté quand il m'a dit qu'il ne se souciait pas de savoir si je vivais ou mourais en fonction de la façon dont il me traitait. À ce jour, je n'ai aucune nouvelle de ma mère. Elle a tenté de recouvrer la garde lorsqu'elle était à l'école primaire, mais non seulement elle ne se présentait constamment à aucune des audiences, ni ne remplissait aucun des documents, mais elle n'a pas non plus terminé le programme de réadaptation, ce qui était une exigence. Après cela, il a tout simplement disparu de nos vies. Il a même arrêté d'appeler n'importe qui pour les anniversaires et les vacances, et pour être honnête, ça me va. Je vais bien s'il ne fait plus jamais partie de ma vie. Il aurait facilement pu me tuer en me remplissant de toutes les drogues qu'il avait et sans parler des différentes personnes qu'il amenait. Je suis incroyablement reconnaissante d'avoir eu d'autres membres de la famille qui se sont levés alors qu'elles ne pouvaient manifestement pas, et c'est tout ce qui compte pour moi. Je sais qu'il y a des enfants qui n'ont pas autant de chance que moi. Quand j'étais très jeune, j'avais un ami avec qui j'aimais passer du temps, que j'appellerais Samuel. Samuel est allé à la même école que moi, mais il a pris un bus différent, donc même s'il habitait à proximité, ce n'était pas assez proche pour que je puisse y aller à pied. Cependant, nos familles s'entendirent bien, alors nous passions beaucoup de temps ensemble en dehors de l'école, parfois chez moi et parfois chez lui, selon ce que nous voulions faire. Il était fils unique, et ils avaient une piscine, alors que j'avais 2 frères et que nous n'avions pas de piscine, des choses très importantes quand on est enfant. Alors oui, Samuel et moi étions assez inséparables, et chacune de nos maisons avait ses avantages. Samuel vivait avec sa mère et son père chez ses grands-parents. Sa grand-mère était décédée quand il était beaucoup plus jeune, donc je ne l'ai jamais rencontré, mais son grand-père vivait toujours là-bas, et il était plutôt cool. Chaque fois que j'allais chez lui, il me montrait un nouveau tour de magie. Habituellement, c'était des tours de cartes, mais il en avait aussi avec des pièces de monnaie ou d'autres petits objets. Cela me semblait très cool, et j'avais vraiment hâte de le visiter. Si nous le dérangions suffisamment, il finirait par nous dire comment il l'avait fait, et je rentrerais à la maison et impressionnerais ma famille avec mes nouvelles connaissances. Puis, quand l'été est arrivé, je me suis retrouvé à rester chez Samuel beaucoup plus longtemps. Cependant, ma famille est partie en vacances, donc je ne l'ai pas vu pendant environ 1 semaine. Quand nous sommes rentrés à la maison, il était très excité de le voir, car il avait acheté des chapeaux assortis pour nous. Je suis allé chez lui, mais j'ai senti que quelque chose n'allait pas. J'étais jeune, alors ma concentration sur ce qui était différent est rapidement passée au second plan. Au bout d'un moment, l'un de nous a parlé d'un truc et puis ça m'a frappé. Il n'avait pas du tout vu son grand-père depuis qu'il était arrivé là-bas. Il était généralement déjà assis sur sa chaise dans le salon quand je suis arrivé, mais je ne l'ai pas vu là-bas ni ailleurs, ni dans la cuisine, ni en passant par le couloir, ni même en allant vérifier le courrier comme il avait l'habitude de le faire. Alors j'ai demandé à Samuel où il était. Sa réponse était décontractée, expliquant qu'elle ne se sentait pas bien, alors elle était restée dans sa chambre, ne partant que pour aller aux toilettes. Il a dit que sa mère, la fille de son grand-père, lui avait même apporté à manger. Cela me semblait une raison assez logique, alors nous avons continué ce que nous faisions, mais je suis devenu encore plus curieux de voir que son grand-père ne se présentait toujours pas. J'ai demandé à Samuel si nous pouvions au moins lui dire bonjour, mais il a dit qu'il n'était pas autorisé à entrer. En fait, il m'a dit ce jour-là qu'il n'avait pas vu son propre grand-père depuis environ 1 semaine, quand il était allé aux toilettes, mais il se souvenait à quel point il avait l'air mauvais et attribuait à nouveau cela au fait de ne pas vouloir l'aggraver ou tomber malade. J'étais encore très curieux, mais j'ai laissé tomber. Je ne pouvais rien faire de plus. Je viens d'exprimer à mes parents à quel point j'étais triste de ne pas l'avoir vu. Mon grand-père paternel était décédé et mon grand-père maternel n'était pas si drôle.
il était plus strict et très sévère. Mais ce qui m'a semblé étrange, c'est quand la famille de Samuel est soudainement partie en vacances. Je trouvais ça bizarre parce que c'était vers le début de l'année scolaire. Bien sûr, j'étais un peu contrarié que mon ami ne se soit pas présenté à l'école un jour, mais cela semblait toujours être un moment étrange pour des vacances et mes parents étaient d'accord. Ils m'ont dit quelque chose sur le fait que certaines personnes ne peuvent y aller qu'à certains moments, alors j'ai laissé tomber et j'ai attendu patiemment qu'il revienne. Mais quand il est finalement revenu et que j'ai pu rentrer chez lui, les choses se sont définitivement senties étranges. L'une des premières choses que j'ai remarquées, ce sont toutes les bougies qui étaient toujours allumées. Je me souviens qu'une fois, lorsque ma mère m'a quitté, nos mères ont commencé à en parler, et elle a parlé à ma mère de la vente de bougies. Puis j'ai remarqué les serrures de la porte de grand-père. C'était ce que je sais maintenant être une serrure de type peine dormant. J'ai de nouveau interrogé Samuel à ce sujet, et il m'a dit que son grand-père voulait qu'on le laisse seul. Alors il a ajouté la serrure pendant qu'ils étaient en vacances. Être que je n'étais qu'un enfant, mais tout cela me semblait vraiment étrange. Son grand-père a toujours été du genre sociable et très amical. Il était donc très inhabituel pour lui de devenir si reclus. La vie a probablement continué comme d'habitude pendant environ 1 mois, jusqu'au jour où Samuel ne s'est tout simplement pas présenté à l'école. Je suis rentré chez moi et j'ai dit à mes parents et j'ai essayé d'appeler pour voir si elle allait bien, mais personne n'a répondu. Puis, le lendemain, il était également absent. Ma mère a dit qu'il était probablement malade et qu'il reviendrait dans quelques jours, mais cela ne s'est jamais produit. Les jours se sont transformés en semaines puis en mois, mais je n'ai jamais revu Samuel. J'étais implacable et j'ai demandé à aller chez Samuel pour le voir et mes parents ont accepté à contre-cœur. Mais quand nous sommes arrivés, ma mère s'est arrêtée dans la rue et m'a montré à quel point la maison avait l'air abandonnée. Tous les jouets et décorations dans le jardin et sur le porche avaient disparu. Ma mère m'a rapidement dit qu'il semblait qu'ils avaient déménagé et s'est excusée pour ce soudain et imprévu. Je me souviens avoir été si triste pendant des semaines. Mon meilleur ami venait de partir, même si je savais que ce n'aurait pas été son choix, évidemment. Et il ne m'en a jamais parlé, ou ne m'en a jamais averti. Il m'a fallu un certain temps pour m'en remettre. J'avais d'autres amis, mais Samuel était vraiment mon meilleur ami. Avançons dans le temps, j'ai maintenant 28 ans, et je suis invité aux retrouvailles décennales de notre lycée. J'étais chez mes parents, et le sujet de la réunion et de notre enfance a été abordé. Nous avons parlé de mes cours et de ceux de mes frères et sœurs et de mes amis et des petites manigances dans lesquelles nous nous sommes embarqués. Ils ont exprimé leurs sentiments sur les amis que nous avions, ceux qu'ils aimaient et ceux dont ils ne se souciaient pas. Cela, bien sûr, m'a rappelé Samuel. Alors j'ai attendu qu'ils le mentionnent, mais ils ne l'ont jamais fait, alors je l'ai fait. J'ai mentionné à quel point j'aimais passer du temps avec lui et comment sa famille venait de partir un jour. Mon père a ri un peu puis s'est éclairci la gorge, tandis que ma mère avait ce regard évident d'essayer de cacher quelque chose. Je connaissais ce visage. Il a fait quelque chose de similaire quand il nous disait aux enfants un mensonge innocent, comme pour nous dissuader de nous réveiller pour voir le Père Noël la veille de Noël. Alors je lui ai demandé ce qui n'allait pas, et il m'a expliqué qu'il en savait plus sur Samuel qu'il ne m'en avait dit quand il était enfant. Samuel et sa famille n'ont pas seulement emménagé un jour, ils ont été pratiquement obligés de partir après la découverte d'un secret qu'ils gardaient. Apparemment, grand-père avait définitivement été assez malade, mais ce n'était que la pointe de l'iceberg. Quand il est tombé malade, il a été gardé dans sa chambre, mais tragiquement il est décédé. Cependant, les parents de Samuel n'ont jamais signalé sa mort. En fait, ils ont gardé son corps dans sa chambre, couvert et verrouillé. Mes parents ont réfléchi et ont déterminé qu'en fonction de la météo et de ceux qu'ils avaient entendus aux nouvelles, ils étaient probablement partis en vacances à cause de l'odeur. Puis, ils sont revenus, et maman est passée en mode nettoyage intensif, y compris des assainisseurs d'air et des bougies partout. Quand ma mère lui a parlé des bougies ce jour-là, elle a dit qu'elle pouvait sentir quelque chose dans l'air et que c'était une odeur qui lui était familière. Elle avait fait du bénévolat dans un hôpital pour animaux et ils avaient accueilli des animaux retrouvés morts, alors elle s'était habituée à l'odeur. À cause de cela et de moi lui disant que le grand-père de Samuel était malade, elle a appelé pour un bilan de santé anonyme peu de temps après. Quand j'ai mentionné que Samuel n'était pas à l'école, il est allé chez lui et a vu des voitures de police et une camionnette du coroner à l'extérieur. Elle a vu la mère de Samuel dehors avec un visage rouge et des yeux larmoyants comme si elle avait pleuré. Il n'a pas fallu longtemps pour que les nouvelles le couvrent, corps retrouvé à la maison.
Le grand-père de Samuel était mort dans cette maison et ils ont tous continué à y vivre pendant qu'il était dans la pièce. J'étais horrifié quand elle m'a dit ça. Elle était dans cette maison pendant qu'il y était, probablement déjà mort. Mais maintenant, il était logique que ma mère ne me laisse pas rester la nuit après le jour où elle est venue avec moi. Certaines de ces choses étaient des rumeurs, mais quand vous les mettez ensemble, tout avait du sens. Les grands-parents de Samuel étaient plutôt aisés, ils avaient leur propre entreprise, mais elle était partagée avec leur partenaire. À son décès, il laisserait l'entreprise à son partenaire et non à sa propre fille. Je suis sûr qu'il avait ses raisons. Après tout, ils habitèrent chez lui. En plus des actions de l'entreprise, ils ont également reçu des chèques de sécurité sociale qui sont allés directement dans leur poche, et s'ils signalèrent son décès, ils ne recevraient plus cet argent. Alors ils ont essayé de continuer la mascarade aussi longtemps que possible. Bien sûr, lorsque le contrôle social a été effectué, ils ont exigé qu'ils ouvrent la porte de grand-père, où ils ont trouvé son corps. Dès que Samuel est revenu de l'école, ils sont partis. Et ces parents ont été accusés de fraude. Alors Samuel a été envoyé vivre avec quelqu'un d'autre, quelqu'un que nous ne connaissions pas. C'est comme ça que j'ai découvert ce qui était arrivé à mon meilleur ami d'enfance. Tout le temps, j'étais triste de ne pas voir son grand-père, puis triste de perdre inopinément mon ami. Mes parents, bien sûr, ne m'ont jamais rien dit de tout cela auparavant, ce qui était compréhensible, mais maintenant que je suis plus âgé, cela me rend mal à l'aise de savoir à quel point j'étais proche d'un cadavre et qu'il vivait consciemment là-bas avec lui. J'espère juste que Samuel, premièrement, n'était pas au courant de ce qui se passait, et deuxièmement, j'espère qu'il a eu une vie heureuse après avoir déménagé et s'être éloigné de ses parents si tordus et avides. Manorwood. Avec ses chênes imposants et ses murs couverts de lierre, le domaine dégageait un air d'antiquité et de mystère. Mais sous son extérieur charmant, une tapisserie de secrets de famille effrayants était sur le point de s'effilocher, brisant l'illusion de sérénité qui avait longtemps enveloppé le village. Le domaine appartenait à la famille Larkspur depuis des générations. Ses couloirs résonnaient des murmures du passé. Et à l'intérieur de ces murs résidait Emily Larkspur, une recluse qui était considérée comme la dernière de sa lignée. Les villageois parlaient souvent à voix basse, spéculant sur les événements particuliers à l'intérieur de Manorwood et sur la vérité qui semblait être enfouie plus profondément que les racines des chênes centenaires. Le premier indice des sinistres secrets qui se cachent à l'intérieur de la famille Larkspur est apparu avec la découverte d'un grenier caché. L'historien local, le docteur Marcus Thorne, est tombé sur un passage poussiéreux oublié en faisant des recherches sur l'histoire du domaine. Le passage menait à une pièce cachée remplie de journaux intimes méticuleusement conservés datant de plusieurs siècles. Ces journaux intimes, écrits par divers ancêtres du pied d'Alouette, révélaient un récit effrayant de trahison, d'obsession et de ténèbres. Un journal intime détaillait la vie d'Isabella Larkspur, une jeune femme accusée de sorcellerie lors des tristement célèbres procès des sorcières de Salem. Les entrées du journal d'Isabella racontaient son amour interdit pour un bûcheron d'une famille rivale et ses tentatives désespérées d'exploiter le pouvoir du surnaturel pour être avec lui. Au fur et à mesure que son obsession grandissait, sa manipulation des forces obscures grandissait également, conduisant à une chaîne tragique d'événements qui ont laissé une marque indélébile sur l'histoire de la famille. Un autre journal appartenait à Nathaniel Larkspur, chirurgien renommé au début du XIXe siècle. Ces dossiers méticuleux se sont avérés être une chronique de ses horribles expériences sur des sujets réticents au nom du progrès scientifique. Les descriptions effrayantes de ses interventions chirurgicales et des souffrances qu'il infligeait à ses victimes dressaient un portrait macabre d'un homme dévoré par sa soif de savoir et de pouvoir. Alors que les couches de l'histoire de la famille Larkspur s'effilochaient, Emily Larkspur s'est retrouvée confrontée à l'héritage des ténèbres qui avait façonné son existence. Avec chaque journal que je lisais, la vérité devenait plus difficile à supporter. Le propre père d'Emily, Frederick Larkspur, avait été impliqué dans une société secrète qui s'adonnait à la nécromancie et aux rituels interdits. Ces entrées de journal détaillaient sa descente dans la folie alors qu'il tentait de combler le fossé entre les vivants et les morts, avec des conséquences dévastatrices pour ceux qui l'entouraient. Hantée par le sombre héritage de sa famille, Emily s'est lancée dans un voyage pour découvrir la vérité derrière les actions de ses ancêtres. Il a demandé l'aide du docteur Thorne, l'historien qui avait découvert le grenier caché. Ensemble,
Ils ont parcouru les journaux intimes, reconstituant une mosaïque de secrets qui ont traversé les générations. En fouillant plus profondément dans le passé, ils ont découvert que le domaine lui-même semblait avoir une conscience malveillante, se nourrissant de l'obscurité qui s'était nichée dans ses murs. Alors qu'Emily et le docteur Thorne se rapprochèrent du cœur du mystère, ils se sont retrouvés confrontés à des manifestations étranges et à des événements inexplicables. Des ombres semblaient danser dans les coins de leur vision, des chuchotements résonnaient dans les couloirs vides et des secrets enfouis refaisaient surface pour les hanter. Le domaine lui-même semblait résister à sa recherche de la vérité, comme s'il était déterminé à protéger les horreurs qui s'étaient produites dans ses limites. Dans une confrontation décisive, Emily et le docteur Thorne ont mis au jour le dernier secret effrayant unissant des générations de pieds d'alouette. Le domaine était un nexus d'énergie sombre, un ancien site qui avait été utilisé pour des rituels indicibles depuis des temps immémoriaux. La famille Larkspur était involontairement devenue le conduit de cette force malveillante, leurs actions perpétuant un cycle d'obscurité qui avait tourmenté leur lignée pendant des siècles. Armés de cette révélation, Emily et le docteur Thorne ont été confrontés à un choix: fuir les vérités terrifiantes qu'ils avaient découvertes ou affronter de front la force malveillante. Déterminés à briser le cycle des ténèbres, ils ont entrepris un rituel dangereux qui remettrait en question leur détermination et les opposerait à l'essence même du mal qui avait pris racine sur le domaine Manorwood. Au fur et à mesure que le rituel se déroulait, les frontières entre les royaumes physiques et surnaturels s'estompaient, déclenchant un affrontement cataclysmique entre la lumière et les ténèbres. Emily et le docteur Thorne se sont battus pour bannir la force malveillante qui avait tourmenté leur famille pendant des siècles, utilisant le pouvoir de l'amour, du sacrifice et une détermination profondément enracinée pour réécrire le destin de leur famille. Alors que les derniers échos de la bataille s'estompaient, le domaine Manorwood était enveloppé d'un silence étrange. La force malveillante avait été bannie, mais les cicatrices du passé subsistaient. Emily et le docteur Thorne sont sortis vainqueurs, changés à jamais par leur pénible voyage pour découvrir les secrets les plus sombres de la famille. Et ainsi, la ville de Hollowbrook a dû affronter son histoire, alors que les murmures de l'héritage de la famille Larkspur continuaient de hanter ses couloirs. L'histoire du domaine Manorwood a servi de rappel effrayant que même les façades les plus pittoresques peuvent cacher les vérités les plus effrayantes et que confronter les ténèbres en nous-mêmes est le seul moyen de briser les chaînes d'un passé terrifiant. « 9 ans, et je vivais avec ma mère, mon beau-père et mon demi-frère Walter. Tu vois, Walter a toujours eu des problèmes de colère. Nos parents se sont réunis en 2010 quand Walter avait 10 ans et moi 9 ans. Le soir de notre rencontre, nous sommes tous allés dîner dans un buffet local bon marché. J'admets que j'étais un gamin assez maladroit et que j'ai fini par tomber accidentellement sur Walter après avoir trébuché sur mes pieds et renversé une partie de la sauce de ma purée de pommes de terre sur sa nouvelle chemise jaune. J'ai immédiatement commencé à m'excuser abondamment, mais cela n'avait pas d'importance. Il a arraché l'assiette de ma main et l'a jetée par terre, provoquant la dispersion de la nourriture partout. J'ai couru en pleurant vers la table et j'ai supplié ma mère de me ramener à la maison, ce qu'elle n'a fait qu'après que son père l'a forcé à s'excuser. Peu importe combien de fois j'ai essayé de forger une relation cordiale avec Walter, j'ai échoué. Il était déterminé à être méchant avec moi et tout le monde autour de lui. Même à l'époque, il était constamment suspendu pour des bagarres avec d'autres camarades de classe et a même été envoyé dans une école alternative après avoir jeté un bureau sur son professeur. Avance rapide jusqu'à l'âge de 15 ans, il a été envoyé dans un établissement correctionnel pour mineurs pour avoir frappé la tête d'un autre adolescent sur du béton lors d'une bagarre et l'avoir fait tomber dans un coma de 7 jours, mettant presque fin à ses jours et laissant l'adolescent avec des lésions cérébrales permanentes. Nos parents ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour lui apporter l'aide dont il avait tant besoin. Médecins, médicaments, thérapeutes, pensionnats pour jeunes en difficulté, etc. Mais il semblait toujours revenir plus mal. Walter est revenu de l'établissement correctionnel pour mineurs en janvier 2020 quand il avait 19 ans et moi 18. C'était un vendredi soir froid et pluvieux et nos parents étaient dans un casino à quelques villes de là pour fêter leur anniversaire. Je me sentais extrêmement mal à l'aise à l'idée de passer beaucoup de temps seul avec Walter à la maison. Tant qu'elle s'assurait de prendre ses médicaments, la vie était normale, mais elle avait toujours ce sentiment accablant que quelque chose d'horrible était sur le point de se produire.
Chaque fois que je retournais dans ma chambre, j'avais l'habitude de m'assurer que la porte était verrouillée pour éviter toute confrontation indésirable avec Walter. J'étais dans ma chambre en train d'étudier pour mon prochain examen de biologie, car j'avais commencé l'université communautaire quelques mois auparavant. Pas plus de 20 minutes s'étaient écoulées de ma session d'études lorsque Walter a commencé à essayer d'ouvrir ma porte d'un coup de pied. « Walter, c'est quoi ce bordel ?» J'ai crié de terreur et je me demandais ce qui aurait pu déclencher cette réaction de colère apparemment sortie de nulle part. « Baissez cette fichue musique !» Il m'a crié dessus d'un ton dérangé. « Je ne joue pas de musique !» ai-je crié à travers la porte, tout aussi confus et terrifié parce que ma chambre était complètement silencieuse depuis que j'ai éteint la télé et commencé à étudier. « Éteignez cette putain de merde musicale, espèce de merde menteuse !» a-t-il crié. J'ai réalisé qu'il devait avoir arrêté de prendre ses médicaments et qu'il avait maintenant des hallucinations auditives. Craignant pour ma propre sécurité, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai commencé à composer le 911 depuis mon petit placard, verrouillant la porte dès que je suis entré. « 911, quelle est votre urgence ?»« Oui, je suis à 1428e rue Elm. J'ai besoin d'aide, mon demi-frère devient fou. Il essaie... » D'un dernier coup de pied, j'ai entendu Walter ouvrir ma porte, la faire tomber et la faire tomber au sol avec une forte détonation. Quelques secondes plus tard, il a ouvert la porte du placard et j'ai remarqué qu'il avait un calibre 44 à la main. « Stupide, inutile, tu essaies de me renvoyer en prison, » dit Walter avec un regard mort dans les yeux. « Walter, s'il te plaît. Tout ce que je t'ai demandé, c'était de baisser la putain de musique. » J'ai raccroché docilement, terrifié pour ma vie. J'ai scanné la pièce à la recherche d'une issue de secours possible, mais la silhouette menaçante de Walter, mesurant 5 pieds 1, bloquait tout chemin vers la sécurité. Juste à ce moment-là, sans dire un mot, il m'a frappé avec la crosse du pistolet sur le front, faisant couler le sang sur mon visage. Ma vision s'est brouillée alors qu'une douleur lancinante m'envahissait, me renversant et me faisant tomber au sol, mon front saignant et tachant le tapis. C'est là qu'il m'a tiré 2 balles dans le ventre. La douleur s'est répandue dans tout mon corps. Mon esprit courait désespérément à la recherche d'un moyen de sortir de ce cauchemar. Je me suis accroché à mon ventre en sentant le sang chaud suinter entre mes doigts, tachant mes vêtements. L'odeur de la poudre à canon emplissait l'air. À chaque battement de cœur, la douleur s'aggravait. Walter se tenait au-dessus de moi. Ses yeux me regardaient d'une manière menaçante et j'ai réalisé que s'échapper n'était plus une option. À ce moment-là, j'ai décidé de faire le mort, en fermant les yeux et en essayant désespérément de retenir mon souffle et de rester rigide comme une planche. Après ce qui semblait être une éternité, je l'ai finalement entendu sortir du placard et ses pas se sont lentement estompés. Ma chambre était au premier étage de notre maison, face à l'arrière-cour. Malgré mon agonie, j'ai réussi à me lever du sol et à aller à la fenêtre. Tout mon corps tremblait et mon cœur battait la chamade, mais j'ai réussi à me rendre à la fenêtre. Ma vision était obscurcie par les larmes et la douleur. Avec le peu de force qu'il me restait, j'ai réussi à ouvrir la fenêtre et à grimper sur le rebord de la fenêtre. Le vent froid fouettait mon corps endolori et meurtri. Avec une poussée finale de détermination et d'adrénaline, je me suis poussé en avant, tombant sur l'herbe froide et dure. J'ai réussi à me rendre chez notre voisine, Madame Olivia, juste de l'autre côté de la rue, sonnant abondamment à la porte et regardant constamment par-dessus mon épaule pour voir si Walter me suivait. À ce moment-là, Madame Olivia a ouvert la porte et a crié quand elle a vu mon corps ensanglanté. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, j'ai crié « Laissez-moi entrer, Walter est devenu fou et m'a tiré dessus, appelez 911 ». « Bien sûr, chérie, entre », dit-elle horrifiée de me voir. Environ 5 minutes après être arrivé chez mon voisin, la police, les ambulanciers paramédicaux et les pompiers sont finalement arrivés dans mon quartier et ont commencé à encercler ma maison. Madame Olivia m'a aidé à marcher jusqu'à une ambulance, pendant que les ambulanciers paramédicaux commençaient à soigner mes blessures. J'ai entendu l'un des officiers dire que Walter ne répondait pas à ses ordres d'ouvrir la porte et se barricadait à l'intérieur. Puis, soudain, le bruit indubitable d'un coup de feu a percé l'air, envoyant des frissons dans ma colonne vertébrale. J'ai regardé avec horreur un policier se déplacer rapidement, atteindre la porte d'entrée et entrer. Les ambulanciers m'ont logé à l'arrière de l'ambulance pendant qu'ils travaillaient pour soigner mes blessures. Après avoir quitté l'opération plusieurs heures plus tard, j'ai découvert que la police avait contacté ma mère et mon beau-père, qui m'ont appelé et ont confirmé que Walter s'était suicidé. J'ai senti une vague d'émotions contradictoires me traverser. Soulagement, culpabilité, tristesse
Et, après tout, ce qui s'est passé, persévérance. Sa fin tragique a laissé derrière elle un enchevêtrement de questions sans réponse et d'incertitudes, mais alors qu'elle était allongée là, elle savait qu'elle finirait par trouver la force de passer à autre chose. J'ai trouvé une nouvelle force pour embrasser la vie avec résilience et courage. Cependant, il y avait toujours un mystère persistant entourant un membre particulier de la famille, oncle Luis. Luis a toujours été évoqué avec un certain degré de tristesse et de réticence de la part des membres les plus âgés de la famille. Il y avait toujours une pause gênante lorsque son nom était mentionné. Les jeunes générations des Smith ont grandi en entendant des histoires sur la mystérieuse disparition de l'oncle Luis et sa mort ultérieure dans les années 50. Les détails étaient toujours vagues, et la vérité derrière sa mort n'a jamais été pleinement comprise. Les membres les plus âgés de la famille ont refusé d'en parler, et cela a été traité comme un tabou indicible. Au fil des ans, l'histoire de la mort de l'oncle Luis est devenue de plus en plus mystérieuse. Il y avait des chuchotements sur des actes criminels et des rumeurs selon lesquelles l'oncle Luis avait été impliqué dans quelque chose de sinistre. Certains ont émis l'hypothèse qu'il avait été assassiné. La famille n'a jamais parlé de l'oncle Luis et la vérité sur sa mort est restée un secret bien gardé. Cependant, un jour, de nombreuses années plus tard, un parent éloigné nommé Raphaël a décidé de se plonger dans l'histoire de la famille. Il est devenu fasciné par le mystère entourant la mort de l'oncle Luis et a entrepris de découvrir la vérité. Raphaël a passé des mois à parcourir de vieux dossiers familiaux, des archives de journaux et des documents gouvernementaux. Il s'est même rendu dans la ville où vivait oncle Luis pour interviewer des gens qu'il avait rencontrés. Grâce à ses recherches méticuleuses, Raphaël a découvert que l'oncle Luis avait été un officier de haut rang dans les SS pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était une révélation choquante. La famille avait toujours été fière de son intégrité morale et n'avait jamais imaginé que l'un des leurs aurait pu être impliqué dans des actes aussi horribles. L'implication de l'oncle Luis dans la guerre avait été délibérément cachée au reste de la famille et sa mort avait été orchestrée pour dissimuler ses crimes. Alors que Raphaël continuait à approfondir ses recherches, il a découvert des preuves de l'implication de l'oncle Luis dans des crimes de guerre et des atrocités. Il a découvert que l'oncle Luis était responsable de la mort d'innombrables innocents et avait échappé à la justice en simulant sa propre mort et en assumant une nouvelle identité. La vérité sur le passé de l'oncle Luis a été un coup dévastateur pour la famille. Cela a détruit l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes et les a forcés à affronter les ténèbres qui se cachaient dans leur propre sang. Ce fut une révélation douloureuse et difficile, mais qui a finalement rapproché encore plus la famille. L'histoire de l'oncle Luis a servi d'avertissement. Il a rappelé à la famille que même ceux que nous aimons et admirons peuvent avoir des profondeurs cachées et des secrets que nous ne pourrons jamais comprendre pleinement.